J'arrive pas à croire que sur le YouTube français, il y ait aussi peu de contenu sur ADX. Franchement, j'ai cherché, il y a pas mal d'interviews, forcément il y a les clips, il y a des concerts, il y a pas mal de fans qui en parlent, mais il y a très peu de contenu là-dessus. Pourtant sur Sortilège, il y a des choses qui commencent un peu à sortir, sur Vulcain, sur Killers, ce genre de groupe, on voit de temps en temps les vinyles passer chez les collectionneurs. ADX un peu moins, même si voilà, ça sort de temps en temps, mais je trouve que ça manquait de contenu. Donc ce que je propose, c'est qu'on va parler aujourd'hui de l'histoire de ce groupe absolument culte de la scène heavy metal française. Alors j'ai fait des recherches, j'ai lu des interviews, c'est pas la vidéo la plus complète, je pense, qui puisse être faite sur le sujet, mais je vais quand même déjà essayer de poser quelque chose, en tout cas pour qu'on puisse un peu comprendre l'histoire de ce groupe, l'importance qu'il a eu dans la scène française et en quoi ce groupe a une histoire qui est assez caractéristique finalement de nos groupes français qui ont eu énormément de talent et qui n'ont pas forcément percé. Le heavy français, c'est loin d'être une scène qui est pas reconnue à l'international, contrairement à ce que certains nous laissent croire. On a Arch Enemy récemment sur leur album Blood Dynasty qui ont repris du Blasphème. Au Mexique, il y a Transmetal qui est un groupe qui est cultissime là-bas, qui a repris de Killers. Et même Chuck Schuldiner avait son petit t-shirt de Sortilège, donc là pour le coup, si le heavy français a pas passé les frontières, alors qu'est-ce que c'est que ces exemples? Alors forcément, ce qui a fait la spécificité du heavy français, c'est que c'était chanté en français, et quand ça a voulu s'internationaliser, les labels ont poussé à ce que ce soit chanté en anglais, et là il y a eu un peu du cassage de gueule de partout, on pense à Sortilège, on pense à Trust, et on pense aussi à ADX forcément. ADX pour présenter, t'as peut-être déjà eu dans les oreilles l'album Exécution, qui est un classique du genre, t'as peut-être vu passer leurs pochettes sur les webzines spécialisés de news, t'as peut-être vu les pochettes du dernier album, L'Empire du Crépuscule, Bestial, Non Serviam ou encore moi quand je l'ai découvert Ultimatum. Et c'est un groupe qui fait quand même pas mal parler de lui dans la presse nationale et spécialisée parce que c'est un groupe qui est complètement culte. C'est un groupe qui aurait complètement pu tailler sa place sur la scène internationale. Ils avaient la spécificité qu'ils chantaient en français, c'est ça qui les a fait connaître, c'est ça qui a fait grandir leur fanbase en France. Et donc ce qui a fait leur spécificité est aussi un désavantage face aux autres formations parce que l'anglais s'exporte mieux. Mais on va voir voilà, au cours de cette vidéo que musicalement c'est excellent ADX et que limite c'est complètement historique même dans la scène métal internationale. Mais voilà, le peu de soutien des médias français, on le connaît bien, ça a été un problème pour pas mal de formations. On va également essayer de l'analyser rapidement dans cette vidéo, même si bon c'est un sujet qui est beaucoup plus vaste que ça. Ce que je te propose c'est qu'on se lance directement dans l'histoire de ce groupe talentueux. Voici l'histoire d'ADX. C'est en mars 1980 à Pont-de-Sainte-Maxence que ADX va commencer à se former, avec donc de jeunes musiciens, Didier Bouchard à la batterie et Hervé Tasson à la guitare qui décident de former un groupe. Ils sont rapidement rejoints par Frédéric Dechy et Pascal Colobert, respectivement à la basse et la guitare. Il leur manque un chanteur et c'est l'année d'après où ils vont rencontrer Phil Grello qui va rejoindre le groupe et le line-up est alors constitué. Ils commencent à composer, à répéter, à préparer des morceaux et ils se disent bon vu qu'on va commencer à partir en tournée, il nous faut un nom. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont décider de choisir le nom d'ADX, qui est un sigle qui signifie acier doux et en fait ils voulaient avoir le côté acier, donc heavy metal, des groupes qu'ils adoraient et en même temps ils voulaient avoir ce côté doux parce qu'ils savaient déjà qu'ils allaient mettre de la mélodie dans leurs morceaux et donc avoir une musique à la fois puissante et à la fois agréable pour les oreilles. Ils vont alors choisir tous des pseudonymes de musiciens pour être sur scène et donc imposer un peu plus leur nom. Philippe Bouchard va choisir le pseudo de Doug, Hervé Tasson celui de Marquis, Frédéric Dechy va s'appeler Deuch tout simplement et Pascal Colobert va prendre le nom de Beethoven. Philippe Grello va tout simplement s'appeler Phil. Lui, il s'est pas trop foulé pour trouver son surnom. Le groupe respecte complètement les codes de l'époque. Il joue un speed metal, même si le terme n'existait pas vraiment à cette époque. Ils ont une esthétique à base de clous et de cuir comme pas mal de formations de heavy metal. Ils commencent à faire leurs premières armes en concert et directement ils se font remarquer quand même par leur vélocité et leur sens de la composition. En 1983, le groupe va enregistrer une première démo qui est restée malheureusement très confidentielle mais dont les enregistrements ont été gardés. Ça va être cool pour la suite. Dedans on retrouve des pistes comme Exécution, une intro qui s'appelle Démon et on retrouve donc le déesse du crime, l'étranger, le fléau de Dieu et Caligula qui vont devenir des gros classiques du groupe. Ces morceaux-là ils vont les réutiliser sur l'album qui arrive. Donc cette première démo reste assez confidentielle mais en 1984 ils vont en produire une qui est beaucoup plus abouti, où ne figurent que 4 morceaux, Caligula, le fléau de Dieu, déesse du crime et l'étranger, et cette démo ils vont la mettre en cassette, ils vont lui faire un petit artwork voilà assez classique avec le premier logo du groupe, et l'avantage de cette cassette c'est qu'ils vont pouvoir la recopier, faire du tape trading, la diffuser, l'envoyer à des labels et commencer à propager leur musique, et à essayer de choper un premier contrat pour un premier enregistrement. La presse spécialisée et notamment Metal Attack remarque cette cassette et est absolument subjuguée par la qualité musicale, on se dit ah on a peut-être quelque chose, on a peut-être un grand groupe qui est en train de naître, ils font un article élogieux là-dessus et ça pousse le groupe à se dire ah on a peut-être une chance, on a peut-être une opportunité, va peut-être falloir qu'on enregistre tout ça de manière un peu plus professionnelle afin d'avoir notre premier album de heavy metal. Alors première pause,
J'ai critiqué au début de cette vidéo la presse française vis-à-vis du métal en France en général, de la manière dont il la représente et comment il l'évite au plus possible. Je ne vise absolument pas du coup la presse spécialisée qui elle pour le coup a fait un travail de malade, a maintenu la flamme vivante pendant des années et continue de le faire encore aujourd'hui. Donc énorme merci à eux. Eux au moins ont contribué à faire vivre la musique qu'on aime contrairement aux médias mainstream. Un jeune label Devil's Record qui est en train de s'orienter vers le heavy, qui a déjà signé des groupes comme Sortilège, Attentat Rock ou encore Der Kaiser, voit l'opportunité se présenter et se dit bah dès que ça peut être cool, on va les signer et on va les prendre pour un premier album, ce qu'ADX accepte avec joie. Les membres du groupe racontent en interview que c'est un des moments les plus heureux qu'ils ont eu du groupe quand ils ont appris qu'ils allaient enfin être signés pour un premier album. Ils sont tout jeunes, ils viennent d'imposer leur musique et ils ont enfin un album, donc ils sont trop heureux pour le coup. Donc voilà, comme j'ai dit sur le label Devil's Record, ça va être enregistré au studio Garage, oui c'est pas un nom qui est fou, mais voilà, c'est un studio qui est quand même assez cool, parce qu'il y a eu quelques albums assez cool qui ont été enregistrés là-bas, un de Morsure, un de Der Kaiser justement, et après je crois qu'ils ont complètement arrêté le métal, 2 ans après il y a eu les Rita Mitsuko qui sont passés, voilà bon, l'anecdote sert à rien mais ça me faisait marrer de la mentionner. Exécution sort, le premier album, et c'est un véritable coup de tonnerre, dans toute la France ça se propage, l'album est excellentissime, on a rarement vu un départ comme ça au sein de la scène française, l'album est acclamé par la critique, acclamé par les fans, ça devient directement un classique, et ça l'est encore aujourd'hui. Exécution, c'est un album que j'adore et que j'aimerais bien avoir dans ma collection, mais ça on en reparlera. Le groupe opte pour une guillotine en guise d'artwork. Alors en fait ils voulaient avoir quelque chose qui est assez tranchant, tout comme leur musique. Ils racontent également qu'en fait ils s'étaient dit qu'ils avaient vu Metallica sortir Ride the Lightning avec leur chaise électrique et ils se sont dit bah qu'est-ce qui pourrait faire à peu près le même effet en plus français, bah forcément une guillotine. Et aussi ils avaient reçu un commentaire, alors j'ai pas très bien compris si c'était d'un de leurs amis ou si c'était d'un magazine, qui disait que la musique est tellement rapide que bah ça te fait perdre la tête quoi, enfin ça... You're losing your mind quoi, tu perds ton esprit et du coup ils se sont dit bah si ça fait perdre la tête et bah on va foutre une guillotine sur la pochette. Donc voilà, autant de bonnes idées pour représenter Exécution avec une grosse guillotine. Et cette guillotine ça va devenir évidemment leur symbole, on en met sur scène, on en met quasiment dans toutes les pochettes par la suite, même les derniers souvent on voit une guillotine sur la pochette. Pour moi cet album il est complètement historique, il est sorti en 1985 et voilà, en fait pour moi c'est un album qui est fondateur du genre speed mélodique. Juste un petit peu avant il y a Helloween voilà, qui était sur sa lancée avec son premier EP Helloween, et après ils ont suivi avec Walls of Jericho et ils ont eu la carrière qu'on leur connaît. Mais ADX était quasiment au même moment, c'est un des rares moments où la France était pas trop à la ramasse. Blind Guardian s'appelait encore Lucifer's Heritage, ils venaient de sortir leur première démo. Symphonies of Doom je crois. Attendez, je relis mes notes. Ouais, c'est ça, Symphonies of Doom, et voilà, aux États-Unis aussi le speed metal ça commence à se propager. En France on a Killers et ADX qui sont déjà là. Donc ça montre quand même que pour le coup là on était au rendez-vous et qu'ADX était vraiment une formation historique dans la naissance non seulement du speed mélodique en France, mais en fait dans toute la planète, vu qu'ils étaient dans les premiers. Petit aparté, désolé, c'est le souci de cette plateforme. Si tu aimes mon travail, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à mettre un like pour me soutenir, ça me ferait énormément plaisir. Et on reprend directement sur la suite de l'histoire. Alors Devil's Records c'était bien comme première signature, mais c'est pas un label qui avait des énormes moyens, ils se sont dit qu'après le succès d'Exécution il fallait taper plus haut. Ils vont donc être signés par Sydney Productions, qui est un label qui a beaucoup plus d'ambition, d'ailleurs la même année il va signer pas mal de formations de heavy françaises assez cultes. Ils vont enregistrer Titan, le premier album de Titan, Danger de vie de Killer, Kiss of Steel de Steel Angel, les violons de Satan de High Power et du coup bah La Terreur d'ADX. On retrouve dans cet album un certain Claude Thiel qui était chanteur de Der Kaiser et donc qui a fait certains instruments, je crois peut-être de la harpe, peut-être du violon sur une ou deux pistes, et également des chœurs sur l'album, et ça c'est une petite anecdote qui sera intéressante par la suite. Enfin le succès est tellement retentissant de cet album que La Terreur va se hisser au 5e classement d'Enfer Magazine, devant des formations comme Megadeth, Anthrax ou Helloween qui n'avaient pas encore le succès qu'on connaît aujourd'hui, mais c'est quand même une sacrée performance qu'un groupe de heavy français soit hissé aussi haut sur ce podium. L'album suit la lignée du premier, même si on sent que le groupe s'investit beaucoup plus dans l'exercice de l'écriture et de la production, améliore la qualité de sa musique, même si Exécution est un album absolument fou. On sent que le groupe a envie d'aller plus loin, mais ils vont quand même reprendre certaines mimiques de composition qu'ils avaient déjà utilisées, ils installent leur patte qui est assez particulière, mine de rien, ils sont pas juste en train de recopier des groupes. Une des caractéristiques du groupe, c'est qu'ils aiment bien mettre une piste au moins instrumentale sur leurs premiers albums. Exécution avait l'instrumental Exécution, La Terreur va avoir l'instrumental Alésia. Une anecdote un peu rigolote, c'est que le 27 décembre 1986, ils vont faire un concert à Chambéry, et du coup, vu que c'était un peu l'ambiance de Noël, ils vont jouer Petit Papa Noël devant le public. Je mentionne cette anecdote parce que je trouve que ADX c'est un groupe qui a quand même du second degré, Les gars, c'est pas des rockstars. Sur les nombreuses interviews que j'ai lues, les gars, ils ont un débit de conneries, mais ahurissant, quoi. Genre, tu leur poses une question, et enfin, il y en a un qui clash la mère de l'autre, l'autre qui dit qu'il joue de la batterie comme une merde. Et après, les gars te répondent sérieusement, mais ils sont obligés de lâcher des conneries. Ça a l'air d'être des gars super sympas, et d'ailleurs, c'est
Des témoignages que j'ai vus souvent de gens qui sont allés à leurs concerts. C'est pas des gars qui se prennent pour des rockstars, ils vont parler à leur public genre 20 minutes, voire 45 minutes pour certains témoignages que j'ai vus, donc des gars qui sont très proches de leur public. Et ça fait plaisir, hein, parce que bon, on en a vu beaucoup des gens qui se prenaient pour des rockstars, rien que pour signer un autographe, le gars te regarde même pas dans les yeux et tout. Eux non, c'est pas du tout ça, c'est vraiment des gars à la cool, avec leur humour à eux, et je pense qu'il faut aller lire ou voir une interview d'eux pour s'en rendre compte. En 1987, le groupe enchaîne, hein. Donc on a eu en 85 Exécution, en 86 La Terreur, et là on a en 87 Suprématie, où là pour moi le groupe va encore plus loin dans sa démarche, avec une production encore plus léchée, avec plus d'idées au niveau des harmonies, des chœurs, et ça se ressent sur un album qui est absolument excellent. N'hésitez pas à aller écouter le titre Suprématie. Moi c'est le titre que je ferais écouter à quelqu'un qui veut découvrir le groupe, ou en tout cas qui veut découvrir le groupe sur la période, on va dire des années 80. Suprématie, énorme morceau, les mélodies qui te rentrent en tête. On pourrait dire power metal, hein. Je pense que ADX alors c'est mieux qu'on dise complètement speed mélodique, parce que pour le coup c'est vraiment speed mélodique primitif du terme, quoi. Du speed metal avec de la mélodie. Et franchement, moi, album que j'adore également, les 3 premiers sont indétrônables. Alors ce que j'ai lu, c'est que l'album a été enregistré en 6 semaines, donc c'est quand même une durée qui est assez convenable pour enregistrer un disque, hein. Je rappelle que Glory to the Brave d'Hammerfall, par exemple, a été enregistré en 2 semaines à peine et a des soucis de production. Le groupe a dû se dépêcher, tout enregistrer et tout. Et d'ailleurs, si tu veux connaître l'histoire de cet album, n'hésite pas à les checker cette vidéo qui va te donner toute l'histoire des débuts d'Hammerfall. Mais voilà, comme j'ai dit, pour revenir à ADX, ils ont eu du temps, ils ont eu des moyens pour enregistrer un album, aller un peu plus loin dans leur démarche, et ça se sent sur un album qui est très très bien fait. À la suite de ça, le groupe va continuer à faire des concerts, notamment en fait on leur attribue pas mal de premières parties intéressantes, hein. Ils font les premières parties de Gamma Ray, de Sodom, de Sacred Reich ou encore de Coroner. Donc on voit à peu près que tout ce qui est catégorisé power metal, speed mélodique ou thrash metal, et ben en fait ADX est considéré comme une évidence pour faire les premières parties de ces grosses pointures. Mais bon, entre temps, le groupe ne perd pas de temps et se dit après 3 albums, c'est quoi le classique? Et bah, je vous le donne en mille, c'est un live. Ils vont enregistrer le 27 décembre 1987 à la Mutualité de Paris un concert qu'ils vont enregistrer et qui vont sortir en album. Alors la petite anecdote marrante que je suis allé diguer en trouvant un des musiciens qui le mentionnait dans une interview, mais dans les remerciements de cet album. Alors déjà, il remercie John Ross Ewing de la série Dallas avec ses chapeaux qui sont complètement cons de ce qu'ils disent. Et aussi, il remercie le manager de Crimson Glory et sa cousine, voilà. Alors ça c'est une anecdote, pas réussi à la comprendre. Apparemment ils ont rencontré la cousine du manager de Crimson Glory et ils se sont tapés un délire là-dessus, et du coup ils l'ont mis dans les remerciements. Et ce qu'ils ont raconté, c'est que plusieurs années plus tard, ils ont vraiment rencontré le manager de Crimson Glory et ils ont dû lui expliquer pourquoi lui et sa cousine étaient dans les remerciements de cet album. Alors là, si on fait un petit bilan, 3 albums, 3 énormes succès, plus le live qui a suivi. Le groupe est vraiment sur le toit, hein, du heavy metal français. Et ce qui se passe, c'est que là, ils commencent à se dire, ça commence à vraiment bien fonctionner, il va peut-être falloir qu'on voit plus haut. Ils ont le vent en poupe, et d'ailleurs leur contrat avec Sydney Productions s'arrête. Ils commencent à composer un nouvel album, ils l'ont quasiment prêt, ils se disent bon bah voilà, maintenant il va falloir qu'on se trouve un label digne de ce nom, et ils sont approchés notamment par Roadrunner et Noise à ce moment-là. Donc 2 énormes labels, hein. Noise notamment qui a pas mal diffusé Halloween, mais également Gamma Ray, Voivod, Creator, voilà, en Allemagne. Mais le problème, c'est que ces 2 labels leur disent ok, on vous signe, mais en revanche vous faites le prochain album en anglais. En 89, ils vont tourner leur choix vers Noise au final, et ils vont commencer à enregistrer leur album avec le producteur Ralph Krauss, notamment connu pour son travail avec Halloween ou Gamma Ray. Les paroles étaient initialement écrites en français mais sont refaites en anglais. Alors Phil Grello se débrouille pas trop mal avec l'anglais, mais on va dire qu'il est bien meilleur en français, hein, comme pas mal de chanteurs français. L'album a une excellente production, et je trouve qu'un riff comme Lost Generation ou un morceau comme Sacrifice in the Ace sont de calibre international. Mais le gros problème, c'est que c'est écrit en anglais, et du coup en fait le public français n'arrive pas trop à suivre, il y en a qui se sentent trahis, il y en a qui trouvent un profond désintérêt pour l'album, et pourtant Noise avait dit à ADX qu'ils allaient l'enregistrer également en français, ce qui s'est pas fait, donc là ADX voit un peu leur fanbase française rejeter l'album, et à l'international, même si c'est un petit succès, hein, pour un groupe français, c'est pas suffisant. Noise abandonne complètement le contrat, la tournée mondiale qu'il leur avait promise est abandonnée, l'album enregistré en français c'est pareil, c'est abandonné, et donc le groupe se retrouve sans maison de disque ni management et vont peu à peu se désintéresser du groupe et abandonner complètement, pour se dissoudre en 1992. C'est une période qui est assez triste, hein, dans l'histoire du groupe, quand on leur raconte leurs pires moments, en fait souvent ils parlent de ça, et notamment Phil Grello a dit dans une interview, je cite, on pensait qu'on allait cartonner mais le label nous a finalement
abandonné. Et ouais, c'est un peu que le ressenti qu'a le groupe encore aujourd'hui, c'est que le label les a pas suivis. Leur album est sorti, mais était en concurrence avec énormément de pointures internationales, et le label a pas spécialement cru en eux, et ça, du coup, ça a eu un gros impact sur la santé du groupe qui s'est séparé par la suite. Pendant 6 ans, du coup, le groupe est en pause, mais en 1998, le label 13 bis Records va faire une réédition de l'album Exécution, et pour fêter ça, le groupe va décider de refaire un concert de réunion à la Locomotive à Paris avec le line-up original. Et ce qui se passe, c'est que le public est super réceptif, tout le monde adore ce concert, et ADX, en voyant que ça refonctionne bien, se dit bon, on va peut-être se reformer. Beethoven, du coup, le guitariste fondateur, est pas très fan de l'idée, lui il préférait juste faire la tournée de reformation et aller faire autre chose. Et du coup, en fait, il dit bon bah faites ce que vous voulez, moi je suis pas. Et donc les autres quand même se reforment et prennent un nouveau guitariste qui s'appelle Yves Malzieu, mais du coup suivant la tradition du groupe, il va prendre un pseudo Louis XV. Ils enregistrent dans la foulée un nouvel album Résurrection, mais qui a quand même un accueil qui est très mitigé. Le groupe se paye même le luxe de refaire une version de Le Marquis du Mal, donc la deuxième piste de l'album La Terreur, et la mettre sur l'album Résurrection. Le groupe enchaîne la même année avec une compilation In Memoriam qui reprend les gros classiques des 4 premiers albums. World Visions n'est pas du tout exclu de la setlist, et au contraire le groupe assume ses compositions, et je trouve que c'est très bien d'ailleurs, parce que je pense que c'est un très bon album. D'ailleurs World Vision, voilà, pour la petite anecdote, j'ai réussi à le choper. C'est d'une ancienne médiathèque, donc il y a plein de colle sur le disque et tout, mais j'ai réussi à en avoir une édition originale, je pense, sur Noise du coup. Avec le logo Noise là, je sais pas si on le verra, hop, tac. Alors comme j'ai dit, l'album c'est pas vraiment un succès, hein, la compilation non plus d'ailleurs je pense, et ce retour au final il est un peu mitigé. Le groupe va quand même retenter de relancer la machine en produisant un live, qui va s'appeler 13 Sentence ou 13 Sentences, je sais pas d'ailleurs, sur le label Axe Killer. Ils profitent de la reformation de Nightmare à l'époque, qui ont fait un concert, notamment pour enregistrer un live, et en fait vu qu'ADX faisait la première partie, ils se sont dit nous aussi on va enregistrer un live. Alors la qualité du live est pas excellente, mais en fait le groupe a fait exprès, ils ont dit que ils voulaient avoir un peu l'essence du concert et quelque chose d'assez authentique. Bon, moi je dis un live, c'est un live, on crache pas dessus, on est content qu'il soit là. Et dans la foulée également, le groupe va enregistrer une cover de Trust qui s'appelle Les Templiers pour un album tribute de Trust. Mais en voyant donc leur bilan de cette petite reprise, donc un album, une compilation, une participation à un tribute et un album live, et le succès est pas vraiment là et le groupe redécide de s'arrêter. Mais ça c'est sans compter l'appui des fans. En 2003, il y a un gros fan du groupe qui est suisse dont le pseudo est Merlin, qui en fait alimente un forum sur ADX et où il y a pas mal de fans qui commentent. Ils disent qu'ils aimeraient bien un retour. En 2003, il y a Beethoven, donc le premier guitariste, qui dit que ouais, il aimerait bien faire un retour, mais au final c'est pas une idée qui est acceptée par les autres membres du groupe qui sont plutôt dubitatifs après avoir subi les 2 échecs de la carrière que je viens de présenter. Mais ce site il continue de se développer, il y a de plus en plus de fans qui demandent une reformation et en 2006 le groupe se dit allez c'est le moment, on retente notre chance, et le groupe ne s'est plus séparé depuis cette année-là. La reformation est définitive, mais pas tout le monde va suivre malheureusement. Marquis va se retirer du projet et va être remplacé par Bernard-Yves Carriel. Et de son côté, De Chaussy va laisser sa basse pour un certain Claude Thiel, qui est pour ceux qu'on suit, l'ex-chanteur d'Air Kaiser, qui a enregistré des chœurs et des petits instruments par-ci par-là sur l'album La Terreur. Quand je vous ai sorti l'anecdote, voilà, c'était pour mettre en relation avec ça. Donc Claude Thiel, c'est pas un nouveau membre du groupe, c'est quelqu'un qui a déjà participé à un album d'ADX. Voilà, donc vous voyez, quand je raconte des trucs un peu inutiles au début, au final ça a un intérêt. En 2008, on va sortir leur album Division Blindée avec une prod bien efficace, bien rentre dedans. Moi ça me fait limite penser au Panzer Division de Marduk, quoi, si on peut faire une comparaison un peu black metal. L'album est une tuerie absolue, La presse spécialisée acclame cet album. C'est un très bon retour en force. A noter quand même que Phil Grello avait déjà annoncé ses changements, où il changeait un peu sa voix, il arrêtait sa voix un peu suraiguë des débuts, et allait de plus en plus prendre sa voix un peu plus grave et personnelle qu'il a encore aujourd'hui. Je pense que c'était une bonne chose que le groupe évolue dans cette direction, parce que, alors je sais pas si c'est dû aux capacités vocales ou à une volonté artistique du chanteur, mais en tout cas je trouve que ça leur sied bien ce style aujourd'hui. Donc voilà, c'était à peu près à cette période Division Blindée Résurrection que ce changement a été amorcé. Après le succès de Division Blindée, en 2010 le groupe va sortir Terreur, en fait, qui est une sorte de réenregistrement de La Terreur avec des pistes inédites, des versions reproposées, une nouvelle pochette. Alors pourquoi pas, mais j'ai tendance à dire, et ça c'est peut-être une des seules critiques que je ferai au groupe, c'est qu'ils ont trop tendance à regarder leurs albums du passé, même s'ils sont fondateurs et que les fans les adorent et ils peuvent pas faire un concert sans jouer ces morceaux-là. Je trouve qu'ils ont une tendance à réenregistrer des morceaux, à faire beaucoup de références à leurs anciens morceaux, et je pense qu'un réenregistrement c'est un exercice qui est très difficile pour un musicien, parce qu'en fait tu n'as plus la capsule temporelle dans laquelle a été enregistré les premiers morceaux
et pour la restituer par la suite c'est quand même compliqué. Donc voilà, c'est mon petit avis personnel, je suis pas très fan de leurs albums de réenregistrement, mais bon, c'est leur droit, ils l'ont fait, et au moins comme j'aime bien dire, ces albums ils sont là, donc on les prend ou on les prend pas, c'est comme on veut. En 2011, le groupe donc continue avec le label 13 Bis Records et sort Immortel. C'est un album qui a été assez mitigé parce que il y a eu pas mal de critiques comme quoi le groupe n'avait pas passé assez de temps en studio, qu'il avait été un peu fait à la va-vite. Moi je trouve que c'est un bon album, il y a des excellentes pistes comme Immortel justement, le titre éponyme, ou encore le Carnaval des Lâches. Je trouve que c'est un album qui est un peu particulier, il est un peu plus saccadé, des changements rythmiques et tout. Je trouve qu'il fait du bien cet album dans la discographie parce qu'il apporte une variation. En 2013, donc Claude Thiel, l'ex Der Kaiser, va quitter le groupe et laisser la basse à un certain Julien Rousseau qui jouait dans un groupe de death metal mélodique Fallen Joy. Il joue son premier concert avec le groupe le 20 avril 2013 en première partie d'Insomnium et Moonspell. En 2014, c'est au tour de l'album Ultimatum de sortir. Là, le groupe également voulait, comme Division Blindée, revenir à un son un peu plus direct. Et franchement, c'est un énorme succès, hein. Le groupe arrive à faire des concerts en Belgique, en Allemagne et au Canada même. Donc c'est quand même une franche réussite. Et d'ailleurs, le groupe fait une bonne promotion autour de cet album. Il passe dans l'émission de Stéphane Burier, Une dose de métal. Et il y a un jeune futur fan français de 15 ans qui regarde cette émission à ce moment-là et qui découvre le groupe avec beaucoup d'intérêt et qui se retrouve 10 ans plus tard devant vous en train de parler de ce groupe que j'aime absolument. En 2015, Nicolas Minier, qui prend le pseudonyme de Niklos, rejoint le groupe après le départ de Bernard-Yves Kerriel. Et cette même année, ils vont commencer la tournée des 30 ans d'exécution, donc ils font une série de concerts assez spéciale autour de cet album. Et notamment la particularité de cette tournée, c'est qu'ils vont jouer tout l'album en intégralité sur scène. Donc là où Ultimatum avait été signé sur V-Records, qui avait fait un bon travail au niveau de la production de l'album et de la vente, ADX va quand même décider d'avoir une certaine indépendance. Ils ont eu de mauvaises expériences avec les labels, je pense notamment à Noise, et en fait ils vont créer leur propre label, qu'ils vont appeler Ultim Records en référence à Ultimatum. Le groupe sort donc son nouvel album Non Serviam, qui comme la quasi-totalité des derniers albums d'ADX est super bien reçu par la critique. Ils sortent des éditions vinyles colorées, ils sortent des digipacks. Pour le coup tout est très bien distribué, et ça donne une nouvelle dynamique au groupe, qui s'imagine peut-être pouvoir signer de nouveaux groupes sur leur label. Au final je crois que ça s'est pas trop fait. Également cette même année il y a une tragédie qui se passe, donc Marky, l'ancien guitariste du groupe, décède et nous laisse en héritage tout ce qu'il a fait avec ADX, donc de la première démo enregistrée en 83 jusqu'à l'album Résurrection, et donc le live qui a suivi, le live 13 Sentences. Donc une pensée à lui et à sa famille, et un gros merci également pour tout l'héritage musical qu'il nous a laissé. En 2019, Beethoven va quitter le groupe, il a d'autres priorités, il peut plus consacrer autant de temps à ADX qu'il voudrait, il est un peu perdu par le rythme que ses camarades souhaitent imposer, et donc en fait pour remplacer un membre fondateur, le groupe se dit qu'il va falloir taper un peu fort, et ils vont prendre un guitariste qui va s'appeler Neo, et donc en fait c'est Arnaud de la chaîne Neo Geo Fanatic, donc qui est quand même un influenceur, on va dire créateur de contenu qui est quand même assez reconnu, et donc ça c'est une grosse force pour un groupe aujourd'hui, je pense, d'avoir quelqu'un qui a autant de visibilité sur les réseaux, parce que il fait un petit peu de contenu sans trop forcer sur la vie du groupe, sur les concerts, etc. J'ai vu qu'il avait fait une vidéo par exemple sur son concert au Hellfest avec ADX, et ça je pense que c'est une grosse force aujourd'hui vu la configuration actuelle et la structure dont ont besoin les groupes pour avoir de la visibilité sur internet. En 2020, le groupe va sortir Bestial, donc son nouvel album. L'album atteint la 2e position des top ventes de hard rock metal sur Amazon France. C'est quand même quelque chose que le groupe n'avait jamais réussi à faire jusque-là, donc c'est quand même une réussite pour eux. À noter que cet album a été financé par crowdfunding et que le crowdfunding a atteint ses objectifs de 114%. Donc il y a quand même les fans qui ont énormément soutenu ce nouveau projet et ce nouvel album d'ADX. En 2021, donc un an après, le groupe décide de réenregistrer Weird Visions justement, mais en français. Et donc en fait ils vont renommer cet album Étrange Vision, et ils vont tout simplement faire une nouvelle pochette, réenregistrer tous les titres avec une prod actuelle, comme leurs albums récents. Ils vont réécrire les paroles, même les paroles en français qu'ils avaient. Au final, Phil Grelot a dit qu'il avait vu les paroles et il a dit que c'était pas possible le niveau d'écriture, donc il a tout réécrit. Encore une fois, moi je suis pas hyper fan de ce réenregistrement. Ils disent qu'il y a beaucoup de fans qui auraient bien voulu entendre la version française, mais moi j'aurais bien aimé entendre la version française de l'époque, des années 90, avec les anciennes paroles en français, et du coup la production et la voix de l'époque, sauf que ça a jamais été enregistré, donc c'est pas possible. Encore une fois, le réenregistrement est là. Pourquoi pas. A noter que l'ancien bassiste fondateur du groupe Deutsch est revenu pour jouer la basse sur quelques morceaux de ce réenregistrement. C'est un clin d'œil à leur passé qui est plutôt cool, je trouve, et d'ailleurs il y a une interview où il y a les deux bassistes du coup, Julien et Deutsch, qui sont ensemble et qui parlent tous les deux de l'album. Donc ça c'est plutôt cool, je trouve que c'est bonne entente. A noter aussi, petit détail que j'avais oublié, c'est que sur l'album Ultimatum, en fait, le groupe avait réenregistré King of Pain, justement de leur album Weird Visions, en version française, et que moi j'avais énormément adoré ce morceau quand j'avais découvert Ultimatum, donc pour le coup ils avaient déjà essayé ça, et ils se sont dit on va complètement refaire tout l'album. En 2023,
Au final, Julien, le bassiste, quitte le groupe et est remplacé par Jules Brosset. Et après Julien, Niklos également va quitter le groupe, remplacé par Frédéric Alanick. Et là, je vous jure, c'est le dernier changement de line-up de toute cette vidéo. En 2024 sort L'Empire du Crépuscule, qui est encore excellemment bien reçu, avec une super pochette d'ailleurs. Le groupe a toujours les deux membres fondateurs, Phil Grello au chant et Didier Bouchard à la batterie, Néo donc à la guitare, Frédéric Alanick à l'autre guitare et Jules Brosset à la basse. L'album dure environ 45 minutes avec des riffs assez puissants, des thèmes toujours aussi variés autour de la Révolution française ou par exemple des thèmes un peu plus actuels comme les attentats du Bataclan dans la chanson Paris 1-13. Le groupe va faire son premier concert avec son nouveau line-up le 22 avril 2025 au Petit Bain à Paris avec Manigance. Voilà, c'est tout pour l'histoire du groupe. Maintenant on va un petit peu parler de musicalement ce qui se passe après cette longue présentation du groupe. Le groupe c'est considéré comme du speed metal, un peu thrash, un peu power metal, il y a un peu de tout ça, mais souvent ce qu'on aime bien dire c'est speed mélodique français. On a des textes qui sont ancrés dans l'histoire de France, ça peut parler de la légende arthurienne, ça peut parler de la Révolution française, de l'Empire napoléonien, je pense au Dernier Carré par exemple, dans l'album Ultimatum. Également s'inspirer des grands écrivains comme Victor Hugo avec Notre-Dame de Paris. Le groupe a déclaré ne jamais vouloir porter un message politique ou religieux dans les paroles, alors ça c'est très compliqué à dire parce que forcément toute musique est politique et t'as souvent un message à faire passer, mais en tout cas ils essayent le plus possible d'être assez neutres et il tient simplement à dire qu'eux ils racontent l'histoire, ils se font un peu passer pour des conteurs et ils ont tendance à dire que comprendre l'histoire ça permet de comprendre les erreurs du passé et éviter de les répéter aujourd'hui. C'est exactement ce que me disaient mes profs d'histoire pour que je m'intéresse à leur matière. L'influence des groupes va des classiques Iron Maiden, Saxon, Judas Priest, également Metallica. Mais ils citent également Slayer, Exodus et Testament parce qu'il y a quand même un côté assez thrash dans leur musique. Et également pour décrire leur musique, c'est très rapide. Et ça reste assez technique, ça fait partie pour moi d'un des groupes les plus techniques de cette scène, en tout cas en termes de vélocité. Et sur les solos, on est souvent dans des recherches de mélodies qui vont accrocher. On n'est pas dans de la démonstration gratuite, comme pour les d'autres groupes de ce style. Et vraiment, ADX c'est un super nom parce que forcément, ils ont vraiment le côté heavy avec des super riffs, des super refrains, un côté thrash et speed. Et ils ont aussi ce côté mélodique, d'où l'acier doux, donc super nom choisi pour ADX. Le line-up semble s'être stabilisé depuis 2023, ce qui est plutôt cool, étant donné que le groupe a quand même connu pas mal de changements. Il y a toujours le batteur et le chanteur, donc Didier Bouchard et Phil Grello, qui sont aux commandes, qui sont là depuis le début. Donc on va dire qu'il y a quand même un noyau dur du groupe qui est resté, et leur longévité exceptionnelle est quand même à noter, dans le heavy français, c'est quand même absolument incroyable d'avoir un groupe qui a fait autant d'albums sur le long terme depuis 1985. L'Empire du Crépuscule a été un gros succès et confirme que le groupe peut toujours produire de super albums et sont toujours actuels. Mais voilà, pour finir cette vidéo, et c'est sur une interview que j'ai lue de 2025 où ils disaient qu'ils pensaient rééditer leurs premiers albums, et s'il vous plaît, faites-le. Parce que souvent ça reste très cher de retrouver des albums d'ADX. Moi j'en ai que 2, j'ai pas encore chopé les derniers, mais voilà, j'ai quand même réussi à choper ce World Vision, ce qui est plutôt cool, je suis content, et j'avais chopé Ultimatum à sa sortie parce que j'avais adoré l'album après avoir vu l'émission de Stéphane Burrier, Une dose de métal. 2 albums c'est pas beaucoup, j'aimerais bien en avoir plus. Et s'ils font des rééditions, des 3 premiers je les prendrai direct. Et forcément j'aimerais bien aussi choper les Immortels notamment, qui est un album que j'aime beaucoup. Voilà, c'est à peu près tout sur l'histoire d'ADX, j'espère que j'ai pas été trop long sur certaines parties, j'espère que ça a été à peu près concis et complet. Forcément il me manque un milliard d'anecdotes, je suis pas allé écouter toutes les interviews qui existent possibles. J'ai l'impression que le groupe parle pas énormément d'interviews des débuts du groupe, de comment ils faisaient au début. Je sais qu'ils enregistraient sur des cassettes, j'ai des petites anecdotes par-ci par-là, mais c'est pas non plus très poussé. Le groupe a vraiment un côté bon enfant, dans chaque interview ils sont très drôles, ils se lâchent des vannes H24, c'est impossible de faire une interview sérieuse avec eux quasiment. Et pour conclure, je dirais que c'est un des plus grands groupes de heavy français, un des groupes les plus importants. Comme j'ai dit, qui n'a pas eu la reconnaissance qu'ils auraient mérité parce qu'ils chantaient en français, parce que les médias en France mainstream n'ont pas du tout poussé nos groupes de hard rock et de metal, mais je trouve pour le coup que les fans ont suivi, ont poussé pour reformer le groupe. Ils ont quand même une fanbase, par exemple moi je suis un youtubeur qui s'appelle Allspa Metal, qui est hollandais, qui vient en Espagne, et j'ai vu une fois il avait des albums d'ADX, donc les gros passionnés, les gros fans ont ces albums. Je pense que pour un fan de power metal comme moi, qui est très fan de Angra, Gamma Ray, Helloween, Blind Guardian, etc. Écouter du ADX, c'est complètement dans le thème, je pense. C'est un grand groupe, c'est un groupe qui est historique, comme j'ai dit, 85 leur premier album. À quelques mois après, ils devançaient Helloween, je crois, donc ça a failli être les premiers. Et on peut vraiment être fier de notre groupe. Voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi. Je voulais faire cette petite vidéo sur ADX parce qu'en fait, j'avais fait un short pour présenter le groupe, et le short a eu pas mal de succès. Il y a pas mal de gens qui y viennent, et je me suis rendu compte que c'était un peu la seule vidéo qui existait sur ADX dans le YouTube français, de ce que j'ai vu. Je suis pas
pas allé tout regarder non plus, donc j'ai peut-être raté une vidéo. Mais voilà, comme ça c'est fait. Si quelqu'un veut découvrir ADX via cette vidéo, bah, je pense que ça sera parfait pour lui. Et si un fan du groupe veut revoir quelques détails, et bah, je pense que cette vidéo lui plaira aussi. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si ça t'a plu, si j'ai fait des petites erreurs par-ci par-là. C'était une anecdote à nous partager. Je sais que les membres du groupe ont pas mal parlé avec leurs fans, donc j'ai sûrement raté des choses. J'espère la réédition absolument des albums, et pour pouvoir compléter ma collection et peut-être un jour faire une tier list. Bon, pour le moment j'ai que 2 albums, mais ça viendra petit à petit. Merci énormément de m'avoir écouté, et n'hésitez pas à me dire si ce format vous a plu, de raconter l'histoire du groupe comme ça sur une vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse un autre groupe, n'hésitez pas si vous voulez patienter en attendant aller voir. Comme j'ai dit, ma série sur Hammerfall, qui est une série de l'histoire complète du groupe, très détaillée. 3 vidéos, on a fait que 2 albums, ça va être interminable, mais c'est pas grave. Si vous avez aimé mon travail, n'hésitez pas à vous abonner, comme j'ai dit, à mettre un like, c'est énormément de soutien, ça me fait énormément plaisir et ça me motive pour continuer à faire ce genre de contenu. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!